Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour mes troisièmes, donc sur le chapitre diversité et unité des êtres vivants. Voici un exemplaire d'un petit être vivant, d'un petit chat qui va être très content. Allez, file. Alors, vous l'avez remarqué, dans le monde qui nous entoure, nous pouvons observer qu'il existe de très nombreuses espèces animales, végétales, mais aussi bactériennes et fongiques, donc ça veut dire les champignons. Donc toutes ces espèces peuplent notre planète, c'est une preuve de la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est la diversité biologique, donc la diversité des êtres vivants dans sa globalité. Ces différentes espèces se distinguent les unes des autres par des caractères qui leur sont propres, donc qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce. On parle de diversité mais aussi d'unité des êtres vivants, alors nous allons voir leurs points communs mais aussi leurs différences. Allez, c'est parti, écoutez bien. Alors, toutes ces espèces vivantes dont je vous ai parlé, en fait, il y a des scientifiques qui sont très motivés, qui ont voulu les classer selon leurs points communs. Donc, ils ont d'abord regroupé les espèces en fonction de leur caractère anatomique, d'accord, donc leur caractère physique et la position de leurs organes à l'intérieur. Donc ces espèces, ces caractères anatomiques, ils les possèdent en commun et ils ont représenté leur parenté sous forme d'arbre d'évolution. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour tout ce qui est méthodologie pour lire et construire un arbre d'évolution. Bref, quelles que soient les espèces, même qui sont très différentes, elles possèdent toujours un ancêtre commun qui est aujourd'hui disparu, mais qui présentait les mêmes caractères communs que ces deux espèces. Par exemple, le crocodile et le pigeon sont très différents, on est d'accord, mais ils ont un ancêtre commun qui possédait par exemple un squelette. C'était donc il y a très longtemps. Il a aujourd'hui disparu, mais il a existé il y a très longtemps. Comme les autres espèces, notre espèce, donc l'espèce humaine, elle a suivi ce processus d'évolution. Mais l'évolution en fait, de ces espèces est un processus qui est tellement long qu'on ne peut pas l'observer directement parce qu'elle s'effectue sur de très longues durées par rapport à une vie humaine. Alors, on a vu qu'il y avait différentes espèces. Maintenant, on va voir qu'au sein d'une même espèce, on a une diversité des individus. Vous savez bien, s'il suffit de regarder autour de vous, dans votre classe, dans la cour de l'école, dans la rue, on fait tous partie d'une même espèce, mais on est tous différents. Donc on peut tous se distinguer les uns des autres. Donc les caractères que nous possédons tous en commun, par exemple dans l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle les caractères spécifiques, donc les caractères de l'espèce que nous possédons uniquement. Mais chaque individu possède ses propres caractères, qu'on appelle caractères individuels, qui lui permettent de se distinguer des autres individus de son espèce. Les caractères qui se retrouvent dans les générations successives, donc c'est-à-dire de génération en génération, sont appelés caractères héréditaires. Il faut savoir que ces caractères peuvent parfois sauter une génération. Il y a aussi les facteurs environnementaux et le mode de vie qui peuvent modifier le phénotype. Donc le phénotype, c'est l'ensemble de nos caractéristiques. Et donc, ils peuvent modifier certains caractères. Ces modifications, en revanche, à l'inverse des caractères héréditaires, ils sont réversibles et donc ils ne sont pas héréditaires du tout. L'information qui détermine les caractères héréditaires s'appelle l'information génétique. Elle se retrouve dans chaque cellule de notre organisme. En gros, chaque cellule possède et contient une copie de nos informations génétiques. C'est une sorte de sauvegarde, si vous voulez. Quand on va voir un petit peu plus près ce qui se passe dans le noyau d'une cellule, on y observe soit une sorte de filament, soit une sorte de bâtonnet. Dans les deux cas, il s'agit de l'ADN. L'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Voilà, le mot qui fait bien peur. Mais je compte sur vous, vous allez le retenir. Donc en fait, pendant la division cellulaire, l'ADN se condense, il s'enroule, il se pelotonne, et donc il va former des chromosomes. A l'inverse, en dehors de la division cellulaire, il va se décondenser, il va se dérouler tranquillement et du coup dans ce cas-là, on ne pourra plus observer les chromosomes, ce ne seront plus des chromosomes. Ce sera juste un morceau d'ADN. Donc cet ADN, il faut savoir que c'est la molécule qui porte l'information génétique. Toutes les informations qui concernent
nos caractères héréditaires sont inscrits dans cette petite molécule à l'intérieur du noyau de chaque cellule de notre organisme. Il est présent chez tous les êtres vivants. Il y a de l'ADN chez les bactéries, il y a de l'ADN chez les végétaux, chez les animaux, chez les champignons. Bref, chez tous les êtres vivants, dans le noyau de leurs cellules, on va trouver de l'ADN. Ces chromosomes peuvent être organisés en ce qu'on appelle un karyotype. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les chromosomes d'une cellule et qu'on va les ranger. On va les ranger par paire, parce que les chromosomes se trouvent toujours en 2 exemplaires. Donc, il va y avoir différentes paires et on va les ranger aussi, donc par ordre de taille. Donc, des chromosomes les plus grands jusqu'aux chromosomes les plus petits. Le karyotype va être différent selon les espèces. En effet, si on prend par exemple l'exemple du chien, le chien a 78 chromosomes. Au contraire, le moucheron, par exemple, il n'en a que 8, etc., etc. Donc, le nombre de chromosomes est caractéristique d'une espèce. Dans le cas, par exemple, de l'espèce humaine, l'être humain possède 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Parmi ces 46 chromosomes, on va avoir 2 chromosomes qui vont déterminer le sexe de l'individu. Ce sera soit XX pour une femme, soit XY, du coup pour un homme. Alors, je disais juste avant que les caractères héréditaires, donc l'information génétique, étaient inscrites sur les chromosomes. Mais alors, comment? Eh bien, sous forme de gènes. En fait, chaque chromosome contient de nombreux gènes. Ce sont des portions précises du chromosome qui correspondent à un caractère. Par exemple, on a le gène du groupe sanguin ou le gène du nombre de doigts qu'on va avoir à chaque main. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc si par exemple sur cette illustration on a un chromosome, donc on va voir ici un gène, ici un autre, etc., etc. En fait, le chromosome peut être divisé en différents gènes. Un gène va donc exister dans une cellule en 2 exemplaires, parce qu'il va exister sur un chromosome et sur le chromosome de la même paire. D'accord? Donc il faut savoir que ces 2 chromosomes proviennent, il y a un qui vient de la mère, l'autre qui vient du père. Donc on récupère finalement un gène paternel et un gène maternel. Mais ce gène peut exister sous différentes versions. C'est ce qu'on appelle des allèles. Ces allèles peuvent être récessifs, dominants ou codominants. Si on prend par exemple les groupes sanguins, l'information groupe sanguin est portée par un gène qui se trouve sur la paire de chromosomes numéro 7. On en a donc 2 exemplaires parce que le chromosome numéro 7 existe en 2 fois, c'est pour ça qu'on parle de paire de chromosomes. Donc il y aura un gène sur l'un, un gène sur l'autre. Mais ces 2 exemplaires, en fait, on va parler d'allèle. En fait, l'allèle, c'est une version du gène. Donc dans le cas, par exemple, du groupe sanguin, on a différents allèles possibles. On a l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. On peut donc avoir différentes combinaisons. AB, AA, BB, AO, BO et OO. On va dire que O est un allèle récessif puisqu'il ne s'exprime uniquement s'il est présent en 2 exemplaires. D'accord? Donc dans le cas de la combinaison OO, on va obtenir le groupe sanguin O. Mais s'il n'est présent qu'en un seul exemplaire, il ne va pas s'exprimer. En fait, c'est l'autre allèle présent qui s'exprime, par exemple dans la combinaison AO et BO. On dit dans ce cas que A et B sont dominants sur O, parce qu'eux n'ont pas besoin d'être en 2 exemplaires pour s'exprimer. Un seul exemplaire suffit, ils vont donc prendre le dessus sur O qui lui est récessif. Donc AO va donner le groupe sanguin A et BO le groupe sanguin B. Mais également A et B sont codominants, puisque s'ils se retrouvent ensemble, chacun sur un chromosome d'une même paire, ils vont s'exprimer tous les 2. C'est pour ça que dans le cas de la combinaison AB, on ne va pas obtenir soit le groupe sanguin A, soit le groupe sanguin B. Non, on va obtenir le groupe sanguin AB. Alors j'espère que c'est clair pour vous tout ça. N'hésitez pas à re-regarder cette partie de la vidéo parce que c'est un petit peu complexe, j'en suis consciente. Donc voilà pour ce chapitre qui peut paraître un petit peu compliqué, je m'en rends bien compte parce que c'est un petit peu abstrait pour vous tout ça, aller dans le noyau des cellules, etc. etc. Surtout n'hésitez pas à télécharger cette petite fiche que je vous ai faite pour vous aider à réviser. Donc elle paraît vraiment très complète, mais normalement vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour comprendre et pour apprendre surtout.
Donc vous l'imprimez en couleur et en recto verso et vous faites bien le pliage comme ça. Ok, pour vraiment avoir toutes les parties dans le bon sens. Je mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez, je vais y arriver, la télécharger. Bref, je vous souhaite vraiment de bonnes révisions. Je compte sur vous pour avoir de bonnes notes et de garder cette fiche de révision précieusement pour le brevet parce que ça peut vous servir. Allez, bye bye!